Mais de votre point de vue, qu'est-ce qui cloche? Est-ce qu'au finish, Fosso Kodjou, il n'y a pas comme une sorte de malédiction à l'UPC? Il n'y a pas comme une sorte de rituel qu'il faut faire pour exorciser cette formation politique? Il faut rappeler que l'UPC est le seul parti politique, le seul parti nationaliste qui, après les luttes d'indépendance en Afrique, n'a pas pris le pouvoir. On observe encore qu'aujourd'hui, l'UPC est complètement émietté. Il y a plusieurs factions de l'Union des populations du Cameroun. Et malgré tout ce qui est fait pour amener ces différentes factions à se mettre ensemble, l'UPC n'arrive pas à se réunir. Est-ce qu'il n'y a pas une malédiction UPCiste? Comme je viens de vous dire ici, je vous ai dit que l'administration coloniale avait pris le soin de mettre en place une stratégie de déstabilisation et avait formé nous-mêmes les Camerounais à continuer ce travail. Et ce travail continue jusqu'à présent. Voilà, par ces néocolons. Oui, et c'est justement pourquoi le Cameroun demeure dans l'état où il se trouve. Oui, mais en Algérie, le FLN a pris le pouvoir. Au Congo, le MNC a pris le pouvoir. Mais pourquoi est-ce que dans le cas du Cameroun, l'UPC n'a pas été... L'honneur qu'on a donné à Bembele, par exemple, en Algérie, ce n'est pas ce qu'on veut reconnaître à Oumniobé, ou bien à Wandi Ernest, ou bien à Moumié Félix au Cameroun. Oui. Il faut effacer leur histoire totalement, qu'on n'en parle pas. Ce sont ceux qui sont là, qui ont lutté pour l'indépendance du Cameroun. Your Majesty, when you look at the UPC of today, with a faction supporting the candidacy of the President of the Republic, how do you feel about that? Chaque matin, on se vante être UPCiste. C'est justement pourquoi il y a les moyens mis en place pour les diviser. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des leaders historiques de l'UPC dans la situation qui est vécue aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que les leaders, les pères fondateurs de l'UPC ont donné une âme à l'UPC qui pouvait lui permettre de résister à tout ce qu'il y a comme difficulté et de pouvoir porter, n'est-ce pas, de pouvoir rayonner comme cela se passe avec d'autres partis nationalistes sur le continent? C'est à partir du moment où certains membres avaient laissé Oumniobé en brousse pour se rallier qu'il y a eu ces divisions qui continuent jusqu'à présent. Autrement dit, c'est depuis les origines que l'UPC... Alors peut-être pour sortir de cette question, il y a ces origines-là avec les pères fondateurs, il y a peut-être aussi les héritiers de l'UPC qui ont bradé le parti. Effectivement, effectivement. Parce qu'il s'est dit UPC, c'est juste peut-être, comme ils ont vu d'autres être élus députés au nom de l'UPC, tout ça pour des buts lucratifs, et chacun a voulu profiter des mêmes moyens pour se faire élire. Est-ce que ces divisions au sein de l'UPC, pour ainsi dire, ce n'est pas seulement au sein de cette formation politique qu'on observe cette division, on le voit aussi dans les chefferies traditionnelles. De votre point de vue, d'où viennent ces problèmes qu'on observe aujourd'hui dans les chefferies traditionnelles au Cameroun, notamment dans les chefferies bamileke? Non, mais vous savez que pour les problèmes de chefferie, il était question de déstabiliser les chefferies traditionnelles. J'ai eu souvent à dire que on est né chef, on ne fait pas le chef. Mais dans un premier temps, l'administration coloniale a inventé les chefs de toutes les pièces, si bien que peut-être même 90% des chefs actuellement sont des chefs illégitimes. C'est justement pourquoi ils perdent le contact avec les ancêtres. Pour vous, les causes, c'est l'administration coloniale? Oui, c'est l'administration coloniale. Mais pourquoi vous n'interpellez pas le rôle des élites ou le rôle des sujets eux-mêmes? Les élites ont été bien instrumentées pour jouer le rôle, pour contribuer. Et après, même les chefs, déjà, ont été instrumentés eux-mêmes contre eux-mêmes. Prenons deux cas. Le cas de la chefferie Bangou
ou le cas de la chefferie Bangam, de votre point de vue, quand vous faites le diagnostic, le véritable problème pour vous, c'est quoi? Quel problème? Si on prend... C'est le problème purement politique que moi je connais. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un politicien qui s'est mêlé dans la chefferie de Bangou. C'est tout. Il n'y a pas de choses. Je connais. Et puis l'administration qui se mêle à Bagam, c'est la même chose. De quoi l'administration se mêle-t-elle dans les problèmes de chefferie? No, but in one of your recent statements, you said that by entering the Senate in 2018 and the regional councils for the 8 French-speaking regions and the regional assembly for the 2 English-speaking regions, traditional authorities allowed themselves to fall into the trap of the regime in power by playing the game of the CPDM. Est-ce que c'est encore un secret? On les a piégés et ils sont devenus des militants de partis, du RDPC, même des autres partis politiques, alors que ça ne devait pas être le rôle des chefs traditionnels. Moi, j'ai été personnellement contre jusqu'à présent. Comment est-ce que cela a déstabilisé les administrations traditionnelles dans les différents villages de l'Ouest et même partout dans le pays? Mais lorsque le chef devient adversaire politique de sa population, il perd sa crédibilité. Le chef est une personnalité sacrée, mais lorsqu'il devient un adversaire politique avec ses administrés. Voilà. Mais qu'est-ce que vous dites donc de la House of Chiefs qu'on a par exemple dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Mais ce sont des formalités. C'est-à-dire? Ce ne sont pas des pratiques. C'est-à-dire? On peut considérer ça aussi peut-être comme des chefs traditionnels qui se mêlent de l'espace politique. Vous êtes opposé à ça aussi? Je pense que si c'était une réalité, cette guerre que nous entendons n'aurait pas eu lieu. Ah oui, les chefs auraient déjà dit à leur population de se calmer et ils auraient obéi aux chefs. Donc vous avez le sentiment que l'administration ne doit pas se mêler du fonctionnement des chefferies traditionnelles? Non, mais pour quelle raison? Oui, mais c'est parce qu'il y a déjà c'est lorsqu'il y a des problèmes que l'administration se mêle. Si la succession est organisée selon les us et coutumes de ces peuples-là, l'administration ne vient pas se mêler. C'est-à-dire, même dans les discussions, dans les chefferies traditionnelles, les discussions de succession ont toujours eu lieu et ont toujours eu des solutions sans concours de l'administration. Or, l'administration se mêle de quoi? À l'heure où nous parlons, il s'agit même de quel chef? De premier ou de deuxième ou de troisième ou de quatrième? Il s'agit même de quel chef? De quel chef parlons-nous maintenant? Oui, mais quand vous regardez, lorsqu'on vous écoute, on a le sentiment que tel que c'est parti, les chefferies traditionnelles vont disparaître. Mais effectivement, elles sont même déjà disparues. Comment on peut faire pour sauver la mise? Quelles sont les solutions qu'on peut envisager là aujourd'hui pour retrouver l'orthodoxie dans les chefs? Mais si les chefs eux-mêmes sont déjà complices, il faut encore trouver la stratégie pour être appliquée par qui? It looks like in many palaces today, even the traditional authorities are no longer respecting some rules that were laid down by the ancestors. We have the example of the chief of the Fon of Bazou, who died, and shortly later, the news of his death was on social media everywhere. Whereas we know that when a traditional ruler passes on, that's not the way it is announced. Effectivement, c'est comme ce matin avec mes notables, nous étions en train de rigoler parce que j'ai suivi que dans un de mes quartiers, il y a certains chefs traditionnels qui sont venus assister au mariage d'un de mes administrés, d'une fille d'un de mes administrés, ce qu'on n'a jamais entendu un chef bamileke faire. Oui, mais pour prendre le cas de la chefferie Bamendiou, peut-être qu'on va sortir par là, quelles sont les précautions que vous prenez pour que, après vous, que ces problèmes-là, par exemple, qu'on ne les voit pas, que cela n'apparaisse pas à la chefferie Bamendiou? Non, je reste le faux de Bamendiou, parce que d'abord, même retirons, quand on parle de la chefferie, il s'agit de l'ensemble de Bamendiou. Mais dans cette chefferie, il y a mon palais
où nous sommes ici. Mais il n'y a que mes enfants qui ont droit à la gestion. Personne d'autre. Autrement dit, vous avez pris des précautions pour que ce qui se passe à Bangou, à Banga et ailleurs ne se produise pas. Voilà. Ces précautions, donc, c'est lesquelles? Peut-être qu'il faut partager cela avec d'autres chefs pour qu'on n'assiste plus à cette querelle de succession. Tout simplement. Voilà, parce que tout ce qui se passe dans les chefferies, les élites et l'administration utilisent les enfants du chef pour créer ce problème. All right, Duval, before we conclude on this subject, I just want to react on something. There was a time that your passing on was announced. Your death was announced. And you came out and said, you asked the question, who deceived you that a true chief can go without giving out the news? Non, mais effectivement, un vrai faux ne meurt pas n'importe comment. Un vrai faux, non, en pays bamléké. Un vrai faux ne meurt pas n'importe comment. Les signaux, c'est lesquels? Hein? Les signaux, ce sont lesquels? Et il y en a même beaucoup. Par exemple? Hein? Vous verrez même sur l'étoile, voilà, le signe, l'emblème qui encercle la lune, qui annonce. Et quand vous suivez le parcours, ça vient du fond de la chefferie concernée. Ça, c'est dans les villages où il y a encore des véritables chefferies. Hein? Dans les villages où il y a encore vraiment des chefferies. Mais effectivement. Alors, dans les villages où les chefferies sont tronquées, est-ce que les signaux sont les mêmes? Rien n'existe. Parce que le chef lui-même n'est pas né chef. Nous allons donc marquer une pause dans cette émission de La Vérité en Face où nous recevons ce soir le faux des Bamendjou, Sa Majesté Jean Ramo Sokoudjou Shenju II, qui nous reçoit dans son palais ici à Bamendjou pour évoquer avec lui certains pans de l'histoire de notre pays et pourquoi pas revenir sur certaines questions d'actualité nationale et internationale. Nous marquons une pause dans cette émission de La Vérité en Face. Retour dans cette émission de La Vérité en Face sur Equinox Télévision où nous recevons le faux des Bamendjou, Sa Majesté Jean Ramo Sokoudjou Shenju II. Avec lui, donc, nous faisons le tour de l'actualité nationale et internationale et nous revenons sur certains pans de l'histoire politique de notre pays. Faux, l'actualité récente évoque une sortie des évêques du Cameroun qui, réunis à Buea au cours de leur conférence annuelle, ont dressé un tableau catastrophique sur la situation socio-économique de notre pays, indiquant qu'il y a beaucoup d'insuffisances dans la gouvernance et mettant pratiquement en cause la gestion du président de la République, notamment son septennat qui est en train de s'achever. Et pour certains, c'était même le bilan de ces 42 années de pouvoir qui était ainsi dressé. Est-ce que vous partagez cette analyse? Quel est le regard que vous portez, non seulement sur ce septennat qui est en train de s'achever, mais de façon globale sur le règne du renouveau? Je me rappelle que quelqu'un avait dit que la page d'histoire du renouveau dans l'histoire du Cameroun sera la plus triste. Or, je ne vois pas pour quelle raison. Comme je l'ai suivi, certaines seraient en train de reprocher les évêques, tout ça là. On ne peut pas être berger et ne pas être sursis et ne pas protéger ses bergers. Les évêques sont les responsables quand même des chrétiens et ils doivent veiller sur leur vie. Je pense que c'est dans ce sens qu'ils ont agi parce qu'ils ont constaté que la vie de ces chrétiens sont
menacés par rapport à la gestion actuelle de notre pays. Alors c'est pourquoi ils ont donné leur point de vue. Ils sont dans leur rôle. Ah, mais pour moi, je ne vois pas, je ne les reproche à rien. On leur reproche justement de se déplacer sur le terrain politique, ce qui n'est pas leur. Je ne pas. En fait, même en se déplaçant, ils sont des citoyens. Voilà. Maintenant, sur le tableau qu'ils dressent, est-ce que ce n'est pas un tout petit peu exagéré? Par exemple, la situation économique est désastreuse. Ils évoquent des questions comme les services sociaux de base auxquels les Camerounais n'ont toujours pas accès, l'eau, l'électricité. En évoquant la situation économique, quelle est la situation qui marche bien au Cameroun? En dehors de la théorie. Parce que pour la théorie, le Cameroun est très fort en théorie, pour démontrer. Mais quant à moi, personnellement, le tout premier gouvernement camerounais avait 16 ministères. Je pense aujourd'hui, on en a peut-être 75 ministères. Les 75 ministères servent à quoi si le Cameroun continue à être miséré tel que le Cameroun misère? 15 ministres et puis ça marchait? Mais très bien. Très bien. Comment ça? Ah oui, pendant la période où ça existait parce qu'on appréciait quand même les services rendus. Sur le plan économique, est-ce que la situation économique était meilleure que celle qu'on a aujourd'hui? Mais vous me dites, c'est rigolant parce que comment vous parlez de la situation économique alors que le Cameroun est parti d'un pays en voie de développement à un pays très pauvre et endetté. Et nous avions fêté. Voilà. Nous avions fêté d'être un pays pauvre et très endetté. Alors qu'on est parti d'un pays en voie de développement. Mais ça, on parle d'un pays émergent. Émergent. Un pays qui sera émergent à l'horizon 2035. 2035. Oui. Mais est-ce que les indices actuels peuvent nous permettre de dire qu'on peut espérer? Let's make a reading of those facts and figures about the current situation of Cameroon. From the angle of the bishops, from the perception of the bishops, the situation is precarious, and they are highlighting issues like poor governance, corruption, mismanagement, and embezzlement of public funds. What is your own reading of the current situation of Cameroon, which is very precarious, as the bishops have indicated? Mais ma lecture n'est que d'apprécier exactement parce que j'ai fait la même lecture. La mauvaise gouvernance a fait du Cameroun ce que le Cameroun est actuellement. Comment nous allons même nous débattre à ça? Lorsque nous partons d'un pays en voie de développement à un pays pauvre et très endetté, comment on peut justifier ça? Alors, ça dit tout. Aspects like corruption, mismanagement of public funds, embezzlement have been mentioned several times in almost all the speeches of the President of the Republic. He talks about the fight, and even on the 31st of December 2034, he said that he was going to intensify the fight against these ills. But he has been mentioning this over and over. But over the years, these ills have been increasing. Corruption has been increasing, embezzlement increasing, mismanagement of public funds increasing. Et combat théoriquement ou pratiquement? Parce qu'on ne comprend plus rien. Il combat pratiquement. Pourquoi ça continue? Donc ça veut dire que le combat est théorique. Mais les gens sont jetés en prison quand même. Hein? Il y a tout un gouvernement en prison. Mais pourquoi on n'avait pas cherché à récupérer les fonds volés que de mettre les gens en prison? Pendant que les messieurs sont en prison, ils continuent à investir. Pour revenir un peu sur... vous avez semblé indiquer que la situation s'est empirée de l'ère Ahidjo jusqu'à l'ère Paul Biya. De votre point de vue, qu'est-ce qui faisait la force du système Ahidjo sur le plan économique, par exemple? La force du président Ahidjo en matière économique, j'en connais beaucoup et je suis témoin. Lui, il avait l'œil mis directement lui-même et contrôlé la douane au Cameroun. De manière que tous les sorties, tous les entrées, il assurait. Et rien
le directeur de douane ne pouvait rien décider sans le consulter. Voilà ce qui faisait même sa force. Mais est-ce que ce n'est pas parce que, justement, le président délègue, on est dans un système de délégation, de déconcentration, peut-être qu'il le faisait parce que la population n'était pas assez nombreuse et puis il avait la possibilité de se